Et ça roule. 4 en 4. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que pour le moment, on tient un bon beat pour l'émission d'information. Vous êtes curieux de savoir ce qui se passe cette semaine? C'est parti pour vos infos TCBH. Cette semaine, 2 reportages. J'ai pu assister tout d'abord à un point de presse en présentiel à Rimouski de Québec solidaire auquel Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire, était présent pour nous parler de transport collectif bas-laurentien. Et par la suite, deuxième reportage que je vous présente, c'est un point de presse virtuel, un lancement, un dévoilement d'études qui a eu lieu sur les facteurs d'attraction de la main-d'œuvre des étudiants universitaires de Montréal et de Québec envers le Bas-Saint-Laurent. En bref, ce que ça veut dire, c'est des trucs qui vont attirer les étudiants, des jeunes dans la région pour développer ça, mais aussi pour les garder dans la région. Et à cet effet, j'ai rencontré Bertin Denis, le préfet de la MRC des Basques, pour qu'il nous parle un peu de son intervention lors de cette présentation-là. Et j'ai pu parler aussi à Marco Alberio, qui est un des chercheurs qui a travaillé sur cette étude-là. On commence tout d'abord avec le point de presse de Québec solidaire sur le transport collectif bas-laurentien. Bon visionnement. Aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps de vous parler de transport. Parce que dans le Bas-Saint-Laurent, on ne peut pas se déplacer sans voiture. Et c'est une réalité à laquelle on est malheureusement habitué. Je dis malheureusement parce que ça a des conséquences sur notre développement, sur le développement de notre région, mais aussi ça a des conséquences sur l'environnement. Vous connaissez la situation actuelle dans le Bas-Saint-Laurent. On vit une grave pénurie de main-d'œuvre. C'est difficile l'accès au logement, les places aux garderies aussi, même certains services de santé. On a vu des coupures de services, par exemple, à Matane dans la dernière année. Et devant l'absence d'alternatives pour se transporter, c'est l'accès à tous ces services-là qui est compromise et à la rétention de notre population. Je pense plus particulièrement à nos personnes aînées qui restent dans des municipalités, qui ont accès à des services de santé et qui sont complètement dépendants de l'automobile. Et quand on n'a plus de permis de conduire, on est coincé dans une situation de dépendance et ça n'a pas de bon sens qu'en région, on vive encore ça. La triste réalité, c'est que le transport est un service essentiel et que les gouvernements ne font rien pour ça et ne semblent pas le reconnaître. Le développement de la région ne va pas se faire seul et la transition écologique non plus. Dans le Bas-Saint-Laurent, c'est quand même 55% des émissions de gaz à effet de serre qui proviennent des voitures. Donc, on peut et on doit aussi agir pour ça. Les dernières années, les libéraux, les péquistes et la CAQ ont tous fait le choix politique de développer le transport collectif dans les grandes villes seulement. Et devant les défis environnementaux et économiques que nous vivons, l'absence de vision du gouvernement pour le transport des personnes sur notre territoire est pour moi un triste aveu de l'abandon des régions. Ce dont on a besoin, c'est d'un réseau de transport qui est structurant pour la région au complet. Et notre porte-parole, Gabriel Nadeau-Dubois, est venu vous parler de notre solution à Québec solidaire. Donc, je passe la parole, Gabriel. Le transport collectif en 2021, ce n'est pas un luxe. C'est un service essentiel. C'est vrai en ville, c'est vrai en région, c'est vrai partout sur le territoire du Québec. À Montréal, on a appris que la ligne bleue va finalement être prolongée. À Québec, le tramway devrait finalement voir le jour. Tout ça, c'est très bien, tant mieux.
Mais ça oublie beaucoup de monde. L'environnement, c'est important pas seulement dans les villes, c'est important partout sur le territoire du Québec. On est au 21e siècle. Il faut absolument démontréaliser le transport collectif. C'est pas normal qu'on parle seulement des projets de transport en commun à Montréal et à Québec. Toutes les régions ont droit à du transport collectif. Le Bas-Saint-Laurent a droit à un système de transport collectif digne de ce nom, abordable, confortable et efficace. Aujourd'hui, Québec solidaire prend position en faveur d'un projet de transport collectif structurant au Bas-Saint-Laurent. Je vous annonce que si Québec solidaire forme le prochain gouvernement, on va appuyer et financer un projet d'envergure, un projet structurant défini par les gens de la région. Puis ça, c'est important, là. Il n'est pas question pour le gouvernement de débarquer dans la région et de dire aux gens d'ici comment faire. Je pense que le modèle de régie intermunicipale de transport en Gaspésie l'a démontré, là, c'est quand la région se mobilise que ça donne les meilleurs résultats. Il n'y a personne qui est mieux placé que les Bas-Laurentiens puis les Bas-Laurentiennes pour identifier le problème puis trouver les bonnes solutions. On sait qu'il y a un projet similaire, un projet de régie intermunicipale de transport électrique qui est en discussion en ce moment au sein de la région. Mais ça tombe bien. Des projets comme ça, là, c'est exactement le genre de projet qu'un gouvernement solidaire financerait. Notre objectif, c'est que chaque région au Québec ait un système de transport collectif fiable, confortable puis abordable. Et ça ne vaut pas juste pour le Bas-Saint-Laurent, ça ne vaut pas juste pour Rimouski. En 2021, c'est toutes les régions qui ont droit à du transport collectif. Un gouvernement de Québec solidaire doublerait l'enveloppe nationale dédiée au financement du transport en commun en milieu rural. On ferait passer cette enveloppe donc de 18 millions de dollars par année à 37 millions de dollars par année. De l'argent pour Montréal, de l'argent pour Québec, il y en a, c'est correct. Maintenant, la prochaine priorité, c'est déployer du transport collectif structurant dans toutes les régions du Québec. François Legault veut investir 10 milliards de dollars dans son projet de troisième lien. Ça, c'est 10 milliards pour un projet qui ne va rien changer à la vie puis à la mobilité des gens dans l'Est du Québec. À Québec solidaire, on a une autre vision. Une vision où cet argent-là est investi pas juste pour plaire à quelques comtés à Lévis. Une vision où cet argent-là est investi partout sur le territoire du Québec pour permettre à toutes les régions d'avoir du transport collectif, enfin, vraiment, il est temps. C'est ce qu'on va répéter à Québec solidaire dans la prochaine année. L'alternative, l'option de rechange à la coalition Avenir Québec pour les régions, bien, c'est Québec solidaire. À Québec solidaire, ça fait des années qu'on propose de diminuer drastiquement le coût du transport en commun. En 2018, notre engagement électoral, c'était de le diminuer de 50 % sur l'ensemble du territoire dans un premier mandat. Ça, c'est notre proposition lors de la dernière campagne électorale. Notre plateforme électorale pour la prochaine campagne, on va la voter à notre congrès de novembre prochain, mais c'est sûr qu'il va y avoir une proposition pour rendre le transport collectif abordable. Un des facteurs qui tire vers le haut les prix du transport en commun, c'est le sous-investissement des gouvernements. Les sociétés de transport ont besoin de plus d'argent pour diminuer leurs tarifs, surtout dans le contexte de la pandémie où la fréquentation, malheureusement, a diminué un peu. On ne peut pas se permettre de reculer dans la lutte au changement climatique en 2021. Donc, c'est pour ça qu'il faut que le gouvernement du Québec réinvestisse massivement. Et je répète, pas juste dans les villes, dans toutes les sociétés de transport. Il faut en créer des nouvelles s'il n'y en a pas pour que le transport collectif ne soit pas juste efficace, mais qu'il soit abordable aussi. Et ça, c'est important pour les gens en situation de pauvreté, mais c'est important pour les aînés aussi. C'est important pour les aînés, c'est important pour les jeunes, c'est important pour les nouveaux arrivants. Ça, c'est les souvent premières victimes là, du manque de transport collectif dans une région comme le Bas-Saint-Laurent. L'annonce qu'on fait ce matin, c'est vraiment une annonce sur le transport intra-régional. Comment favoriser une mobilité durable à l'intérieur des régions. Mais vous posez une question sur le transport interurbain. Et ça, on a une proposition depuis plusieurs années à Québec solidaire qu'on martèle. Je pense qu'il faut faire le constat que le privé, des entreprises comme Keolis, ont échoué à connecter nos régions. C'est pas normal, c'est même épouvantablement anachronique qu'on réduise le service de transport interurbain entre les régions du Québec en 2021. Ça n'a pas d'allure. Vous l'avez vécu ici, tout l'Est du Québec l'a vécu. Moi, je viens de la région de Thetford Mines. Quand j'étais petit, je pouvais
Aller voir ma famille en autobus, en 2021, je ne peux plus à partir de Montréal. Ça n'a pas d'allure. On devrait être en train d'augmenter le service, pas de le diminuer. Fait que qu'est-ce qu'on fait si on fait le constat que le privé a échoué? Bien, nous, on pense qu'il faut que ce soit le public qui prenne ça en charge. Nous, on propose depuis plusieurs années la création d'une agence de transport interurbain public parce qu'on pense que le transport entre nos régions, c'est trop important pour laisser ça au privé. Il faut que ce soit un service essentiel, un service public. Il faut du transport en commun qui soit adapté à la réalité des régions. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a des modèles qui fonctionnent. Il y a le modèle de régie intermunicipale en Gaspésie, par exemple. Maintenant, il y a des nouveaux modèles où, avec des applications, on peut moduler la fréquence de passage. On peut moduler la grandeur, par exemple, des autobus électriques qui pourraient passer. Il faut sortir du modèle tout ou rien. Il y a plein de nouvelles manières de faire en matière de transport collectif qui permettent de donner un service adéquat puis adapté à la réalité des régions. Ça n'a pas d'allure que ce soit aussi cher, prendre le transport collectif. Ça décourage les gens de le prendre, des tarifs comme ceux-là. Puis l'argent ne tombera pas du ciel. Il faut que le gouvernement du Québec mette l'argent sur la table et dise aux régions, on va financer vos projets de transport collectif parce que sinon, on va continuer à avoir des prix comme ceux-là, puis on va rester pris dans le cercle vicieux où il n'y a pas assez de services, donc pas beaucoup de gens le prennent. Pas beaucoup de gens le prennent, donc c'est cher. C'est cher, donc encore moins de gens le prennent. Et là, le cercle vicieux tourne et tourne comme ça. Pour casser cette logique-là, il faut que le gouvernement du Québec investisse dans nos régions pour améliorer le service et diminuer les tarifs. Il faut faire les deux. On n'a pas à choisir entre la sécurité des automobilistes et donner des alternatives à l'automobile dans nos régions. On peut, puis il faut faire les deux. Il faut faire les deux. C'est pas normal que les gens qui voyagent jusqu'à Rimouski se sentent pas en sécurité sur les routes. Puis c'est pas normal que les gens de Rimouski et autour n'aient pas d'alternative s'ils souhaitent une fois de temps en temps ne pas prendre leur voiture. Il faut faire les deux. On est très optimiste pour Québec solidaire à Rimouski. On avait une belle assemblée de mobilisation samedi. On a eu salle comble. Plus de monde, on aurait défoncé la limite sanitaire de la santé publique. Donc, c'était très impressionnant de voir une mobilisation comme celle-là. Puis en plus, Caroline me disait, Gabriel, et je connais juste une personne sur 5 dans la salle. Donc ça veut dire qu'on n'a pas juste notre noyau de solidaires de longue date. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au projet de Québec solidaire à Rimouski. Il y a un momentum autour de Québec solidaire à Rimouski. Moi, je l'ai senti toute la fin de semaine. Donc, on est optimiste et je pense qu'on a raison de l'être. On est à mi-chemin dans notre émission, donc j'espère que vous avez apprécié le contenu jusqu'à maintenant. On prend une pause publicitaire et au retour, on vous présente le dévoilement de la recherche, les facteurs d'attraction de la main-d'œuvre des étudiants universitaires de Montréal et de Québec envers le Bas-Saint-Laurent. À tantôt. Drax? Jen. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Tous ensemble, collectivement, on peut se transmettre des émotions. Alors, la contagion émotionnelle, c'est quand une émotion passe d'une personne à une autre personne. Alors, soyons des agents et des agentes de contagion émotionnelle positive. Alors, pour faire ça, on peut prendre le temps justement de souligner les bons coups, féliciter aussi nos réussites, qu'est-ce qu'on fait de bon, qu'est-ce qu'on a fait de beau, soulever les choses qui ont été positives. On a besoin de se faire contaminer par la joie, par l'espoir, par la création de liens aussi, parce qu'on le mérite dans le fond, on a travaillé fort durant cette année-là, puis c'est important de prendre ce moment-là pour soi.
Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Qu'est-ce que ça vous dit quand je vous dis les mots santé mentale? Des fois, on a le réflexe d'entendre santé mentale puis de penser tout de suite à problème ou à maladie. Parce que c'est vrai, dans les médias traditionnels, c'est ce qu'on entend le plus souvent. On parle de santé mentale par rapport aux problèmes, par rapport à ce qui va pas bien, justement. Mais on parle pas assez de la bonne santé mentale. La bonne santé mentale, ça passe par notre réseau social, d'avoir des bonnes personnes qui nous entourent autour de nous. Ça passe par notre capacité d'adaptation aussi aux nouvelles situations qu'on rencontre, notre gestion du stress, notre gestion émotionnelle aussi. Donc, en bref, c'est de trouver un équilibre entre les divers aspects de notre vie. On peut se demander qu'est-ce qui va bien chez les humains? C'est quoi les belles choses qui ont ressorti de cette année-là qu'on a vécue ensemble? C'est quoi qui vous fait du bien quand vous avez un moment où est-ce que votre santé mentale est fragilisée? Votre code QR, c'est votre passeport vaccinal. Si vous avez 13 ans et plus, rendez-vous au québec.ca/passeport vaccinal pour télécharger votre passeport. Vous pouvez l'imprimer, le prendre en photo avec votre appareil mobile ou l'importer dans l'application VaxiCode. Pour accéder aux lieux publics et aux activités où l'on exige le passeport vaccinal, vous devrez aussi présenter une pièce d'identité. Obtenez votre passeport vaccinal au québec.ca/passeport vaccinal ou téléchargez l'application VaxiCode. Le thème sur lequel on met de l'emphase depuis 2 ans maintenant avec le Mouvement Santé mentale Québec, c'est le thème « Ressentir ». Parce que c'est tellement important justement d'écouter notre monde émotionnel, puis aussi de comprendre les messages que nous envoient nos émotions. Parce que si on ne les écoute pas, nos émotions, le message qu'ils veulent nous transmettre, les émotions vont essayer de faire passer leur message autrement, donc par notre corps. Et là, c'est là que vous pouvez vous demander, voyons, comment ça que je suis fatiguée comme ça? Comment ça j'ai des maux de tête ces temps-ci, des maux de ventre, que j'ai des tensions musculaires aussi? Des fois, c'est parce que c'est des situations qui ont été très lourdes émotionnellement qu'on n'a pas pris le temps de régler et d'aller décortiquer. Et il ne faut pas oublier que les émotions, c'est jamais un signe de faiblesse. Il faut vraiment se rappeler ça. En fait, le fait de comprendre, de vivre nos émotions, c'est là où est-ce qu'elle est toute notre force. Parce que c'est dans le processus de ressentir qu'on va pouvoir, après ça, comprendre c'est quoi les besoins, c'est quoi mes désirs aussi qui sont très importants, c'est quoi mes valeurs aussi qui résonnent en moi, pour après ça pouvoir aller passer à l'action pour que l'émotion crie un peu moins dans notre corps. Ça prend une bonne dose d'amour pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience. Une bonne dose de courage et de détermination. Une bonne dose de persévérance. Ça prend une bonne dose d'endurance. Mais surtout, ça prend une 2e dose de vaccin. Chez Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent, on a différents services. On a un volet promotion-prévention où est-ce qu'on va donner des conférences, des ateliers, des formations sur les thèmes de la santé mentale. On a aussi 2 intervenantes qui s'occupent d'un milieu de vie, donc où est-ce que les gens peuvent venir échanger entre eux. Ces 2 mêmes personnes-là aussi s'occupent du volet croissance et entraide, où est-ce qu'on a des groupes de soutien sur différents thèmes comme l'anxiété, la bipolarité, par exemple, les personnes qui entendent des voix aussi. Et on a un volet de réinsertion à l'emploi, donc le volet vis-à-vis qui aide les personnes à reprendre le marché de l'emploi avec un cadre qui est sécuritaire et qui permet de développer des habiletés sociales au travail. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la 2e dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La 2e dose du vaccin est essentielle. On s'en va donc maintenant voir
le dévoilement de la recherche, les facteurs d'attraction de la main-d'œuvre des étudiants universitaires de Montréal et de Québec envers le Bas-Saint-Laurent. Vous pourrez entendre Bertin Denis, le préfet de la MRC Les Basques, qui nous fait un résumé de sa présentation lors du dévoilement, et également Marco Alberio, qui est un des chercheurs qui a participé à cette recherche, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada en innovation sociale et développement des territoires. Donc, bon visionnement. Dans le fond, le but de la présentation, c'était de nous faire une espèce de wrap-up ou de survol d'une belle enquête, d'une enquête très intéressante qui avait été commandée par les gens de Place aux Jeunes sur quelles sont les cordes sensibles qui motivent les gens, les cégepiens, les universitaires à venir s'installer au Bas-Saint-Laurent. Nous, c'était le Bas-Saint-Laurent. C'était quand même une enquête pan-québécoise. Il y avait des gens de la Mauricie qui ont été testés. On faisait une comparaison aussi avec les gens du Bas-Saint-Laurent. On s'est rendu compte, c'est-à-dire que les universitaires se sont rendus compte qu'il y avait très, très, très peu de différence entre les centres d'intérêt des gens qui sont en Mauricie par rapport à ceux qui sont au Bas-Saint-Laurent. Il y a eu quand même 700 quelques personnes d'échantillonner. Moi, je pense que dans ce monde-là, si on compare aux tests que Léger font pour connaître le pouls du vote, où ils prennent juste 1000 échantillons dans l'ensemble des Québécois, je pense que cette enquête-là a quand même une crédibilité extrêmement intéressante parce qu'elle s'adressait vraiment à la clientèle cible. Pour ce qui est de ma part, moi, dans le Bas-Saint-Laurent, là, c'est le CRD, le Collectif régional de développement, qui chapeaute, je vous dirais, le marketing territorial, l'attractivité, l'immigration. Tout ça, c'est des éléments là, qui nous permettent de développer une stratégie pour attirer les jeunes dans le Bas-Saint-Laurent. Moi, ma présentation, dans le fond, c'était de souhaiter la bienvenue, d'une part, d'autre part, de présenter un peu les actions que fait le CRD en soutien à Place aux Jeunes dans le Bas-Saint-Laurent pour vraiment établir un plan de marketing territorial qui va répondre à ce que c'est, qui va répondre aux aspirations des gens qu'on a testés, là, dans le fond. À très court terme, on va pouvoir ordonner notre plan d'action en fonction des critères qui ont été évalués comme gagnants dans l'enquête. Je pense que ça va pouvoir peaufiner, raffiner notre plan d'action puis agir sur les faits ou les situations auxquelles les gens aspirent. L'enquête a démontré, là, par ordre de préférence, là, les choses auxquelles les jeunes aspirent pour venir s'installer dans la région. Ça va nous permettre de mettre ça en évidence, de un, et de deux, pouvoir établir une façon concertée de créer de la rétention. Parce que c'est bien beau de dire, on les amène ici, on les invite ici, on leur fait un cinéma gagnant pour nous, mais un coup rendu, s'ils sont déçus, puis s'ils sont laissés à l'abandon, sont laissés à eux-mêmes, et il y en a beaucoup là-dedans qui a beaucoup de chances qu'ils retournent ou qu'ils cherchent ailleurs. Ça fait que, en plus de les attirer, il faut s'assurer de les retenir après. Puis je pense que ça, là, ça va nous donner un outil très intéressant. Puis, je vous laisse consulter l'étude. Là, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de gens, de jeunes cégepiens universitaires qui aspirent à un milieu de vie non urbain qu'il y en a qui aspirent à un milieu urbain. Ça, c'est gagnant pour nous autres. Puis c'est là-dessus qu'il faut travailler. En fait, c'est une recherche que nous avons faite en collaboration avec Place aux Jeunes, mon collègue de l'UQTR, Frédéric Laurent et moi-même. C'est une recherche donc de type partenarial qui répond un peu aux besoins des acteurs du milieu. Dans ce cas-là, en particulier, à une demande de Place aux Jeunes, Bas-Saint-Laurent, Rimouski-Neigette. En particulier, nous avons travaillé avec Martin Poirier de Place aux Jeunes. Et cette recherche, donc, visait à sonder des étudiants des différentes universités à Montréal et à Québec
En fait, on leur posait plusieurs questions. C'était des questionnaires, un questionnaire d'environ 15 minutes qu'on a fait compléter à des personnes et que nos étudiants, nos assistants de recherche ont aidé ces personnes aussi à les compléter. Nous avons rejoint 748 personnes, donc un échantillonnage assez important. Et on a essayé de comprendre avec eux quels pouvaient être les facteurs d'attractivité. Donc, qu'est-ce qu'aurait pu les attirer au Bas-Saint-Laurent? Et on a vu également un peu le niveau de connaissance du Bas-Saint-Laurent, parce que nous, on vient de cette région-là, on y habite, donc on donne par acquis que les gens connaissent le Bas-Saint-Laurent, mais on s'est aperçu qu'à Montréal, ce n'est pas tout le monde qui connaît le Bas-Saint-Laurent. Il y a aussi une confusion un peu entre Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les Maritimes, etc. Donc, je vais vous parler tout de suite un peu de ces éléments-là, mais avant, pour aller vraiment dans les éléments de la recherche, de ce qu'on a, sur lequel on a questionné les jeunes, on a voulu voir quels sont les facteurs organisationnels qui comptent pour ces jeunes-là. On a vu que pour 93% des jeunes, ils cherchent un travail qui fait du sens. 90% de ces jeunes-là ont aussi mentionné que pour partir en région, ils chercheraient des organisations dans lesquelles ils pourront relever des défis. Donc, on voit tout de suite qu'ils ne mènent pas en premier niveau, en premier plan, la question salariale, par exemple, qui arrive jusqu'au 5e rang, mais ils parlent vraiment de réussite, d'accomplissement au travail, de bien-être au travail. Ça, c'est des choses qui sont en ligne avec des choses que les sociologues, nous avons déjà retrouvées dans plusieurs recherches sur les jeunes. Moi, par exemple, j'ai fait plusieurs recherches sur les jeunes en milieu urbain, à Montréal, à Québec, mais aussi en milieu rural. Par exemple, en 2014, j'avais fait une recherche sur les jeunes dans la métisse avec Cosmos la métisse et on avait vu justement que ces éléments d'accomplissement au travail étaient beaucoup plus importants que d'autres éléments qui sont quand même importants parce qu'au 5e rang, c'est quand même important. C'est quelque chose qui est nommé par les jeunes, le salaire, les conditions de travail, etc. Mais vraiment, les éléments liés au sens du travail, à avoir des défis, ça arrive vraiment au premier rang. Après, quelque chose qui arrive aussi à un niveau assez important avec 87% des jeunes qui nous mentionnent ça, c'est la conciliation vie personnelle-travail. Ça aussi, dans mes études, je fais des études à Montréal sur la conciliation travail-études des jeunes et on a vu que pour les jeunes générations, pour les étudiants et les mieux diplômés, c'est quelque chose de très important pour pouvoir concilier le travail et la vie personnelle. Donc oui, ils s'investissent dans le travail, mais pas à tout prix. Ils mettent des barrières assez importantes, donc ils sont assez exigeants et ils ont raison de l'être, envers les employeurs concernant les conditions de travail, la conciliation de travail et vie famille. Ça, c'est quelque chose que aussi les professeurs d'université qui travaillent souvent en embauchant des étudiants comme auxiliaires et tout, on peut vraiment voir. Donc oui, ils s'engagent, c'est quand même des générations qui aiment le travail et surtout qui ont un peu baigné aussi dans la précarité, qui souvent les premiers emplois, c'est des emplois précaires. Quand ils sont aux études, ils font aussi des emplois qui sont dans le secteur de la restauration, dans le secteur des services à la personne, quand on sait que c'est des secteurs pas faciles où les conditions de travail sont pas évidentes, mais surtout dès qu'ils ont un diplôme, dès qu'ils rentrent dans le vrai marché du travail, et ils ont très clair que la vie est aussi importante pour eux. Donc, ils mettent, comme notre recherche l'a montré aujourd'hui, ils mettent de l'avant les défis de conciliation vie personnelle et travail. Après, cette recherche s'est aussi concentrée pas juste sur les organisations, on passe des organisations à voir à l'extérieur, le territoire. Alors, on s'est concentré aussi sur les facteurs d'attraction régionaux. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour une région pour attirer ces jeunes? Et les jeunes, dans leur discours, évidemment, ils nous ressortent des choses un peu stéréotypées. Ce n'est pas leur faute. C'est aussi
notre région est une région naturelle, est une région où le paysage, la beauté de la mer, les montagnes, etc., ont un poids évidemment très important et c'est ce qui est véhiculé aussi à l'extérieur. Donc, les premiers éléments que ces gens amènent, c'est par exemple le paysage, la nature, l'environnement, la mer, la montagne, ce qui compte pour, par exemple, 83%, donc avec des valeurs assez fortes, c'est 83% des personnes qui ont souligné ces éléments-là. Après, il souligne aussi des choses comme le coût du logement. Alors, c'est sûr qu'au Bas-Saint-Laurent, même à Rimouski, où il y a une pénurie de logements, où les logements, quand même, pour la région, sont assez chers, et aussi dans d'autres municipalités comme Trois-Pistoles, il pourrait avoir une problématique similaire, aussi liée au tourisme, qui peut amener une certaine gentrification rurale, surtout l'été, mais pendant l'année aussi. Bref, eux, évidemment, ils viennent de Montréal, Québec, où les loyers sont beaucoup plus chers, beaucoup plus élevés. Et ils disent que les coûts des logements, donc le bas coût des logements pour eux, le bas coût de la vie, pourrait être quelque chose qui les invite à venir. Par contre, si on fouille un peu dans la réalité, on sait que le problème du logement, comme le problème de l'accessibilité de certains services, les CPE, donc pour les jeunes familles, c'est quelque chose de très problématique qui, au contraire, devient une barrière pour plusieurs qui veulent s'établir en région. Donc, oui, il y a de la connaissance, mais il y a aussi des défauts de connaissance de ces jeunes-là de la région. Donc, c'est pour ça que le marketing territorial et toutes les activités qui font, par exemple, Place aux jeunes en région sont des activités très importantes parce qu'ils amènent notoriété au Bas-Saint-Laurent, sur le Bas-Saint-Laurent. Donc, cette question de la perception du Bas-Saint-Laurent était vraiment questionnée dans notre sondage. Et les jeunes reviennent beaucoup, comme je disais, en premier lieu, ils amènent les caractéristiques liées à la nature. Par contre, quand il s'agit des emplois, de disponibilité de services, les valeurs baissent. Donc, il y a par exemple 13% des personnes qui disent qu'ils viendraient au Bas-Saint-Laurent parce que c'est une région avancée technologiquement. Donc, cet élément d'avancement technologique, par contre, il y a des pôles au Bas-Saint-Laurent de technologie, pas juste dans le maritime, mais il y a quand même c'est une région dans laquelle l'innovation, avec l'UQAR, mais avec les cégeps, avec plusieurs centres d'innovation qu'il y a au Bas-Saint-Laurent et pas juste à Rimouski, c'est quand même une région qui a une certaine innovation, mais ça, c'est moins perçu par les jeunes. Parce que 13% dit qu'ils viendraient parce que c'est un pôle d'innovation. Et aussi quelque chose de très intéressant, c'est que 55% des jeunes que nous avons rencontrés disent de ne connaître aucun élément du Bas-Saint-Laurent. On a posé une question ouverte en demandant c'est quoi que vous connaissez du Bas-Saint-Laurent? Des personnages. Donc, il y avait des jeunes qui disaient par exemple Boucard Diouf. Donc, Boucard Diouf, on sait que c'est un ambassadeur très important pour la région. Il parle souvent de l'UQAR, de Rimouski, du beau temps qu'il a passé là comme étudiant et comme chargé de cours. Donc, c'est sûr que certains amènent Boucard Diouf comme un exemple, mais d'autres, 55%, ont nommé aucun élément. Donc, c'est sûr qu'il y a des éléments pour lesquels, au niveau québécois, même des éléments stéréotypés pour lesquels le Bas-Saint-Laurent est connu, par exemple la crevette de Matane, que certains ont mentionné, etc. Mais même si elle ne vient pas forcément du Bas-Saint-Laurent toujours, mais c'est quand même étonnant de voir que 55% des personnes ne connaissent pas le Bas-Saint-Laurent. Et aussi, quelque chose qu'on pensait être un élément important, mais finalement a été un peu mitigé. On parle souvent de la COVID, de la pandémie, comme quelque chose qui a certainement eu un impact pour les gens et qui pourrait avoir un impact pour convaincre les gens à venir en région, donc de quitter les grands centres pour venir vers les régions. Et là, c'est assez partagé parce que 35%, on ne dit pas du tout ou plutôt en désaccord et 38%, ils trouvent sont plutôt d'accord, donc que ça pourrait les inviter, cette situation de pandémie aurait pu devenir un facteur en les encourageant à venir au Bas-Saint-Laurent. Donc, vous voyez, c'est pas
genre 70%, mais c'est assez partagé comme résultat. Donc, pour conclure, tous ces résultats, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que, bon, il y a quand même un bon travail qui est fait par les acteurs, mais que le travail nécessite d'être continué, d'être poursuivi. Il faut penser des stratégies de marketing territorial, mais pas seulement, parce qu'un élément important est l'attraction, mais après, on l'a vu dans certaines questions qu'on va approfondir, qu'on va croiser avec des variables pour voir qui dit quoi dans les profils. On ira un peu plus en profondeur, mais on voit que ça ne suffit pas d'attirer des gens, il faut les garder après. Donc oui, les stratégies de marketing territorial sont très importantes, mais évidemment, comme c'est déjà le cas, mais encore plus doit être fait, il faut les penser en concertation et en lien avec des politiques concrètes qui appuient ceux qui décident de venir. Et donc, je parlais du logement, c'est quand même un élément important. Je parlais des CPE, le manque de CPE, de garderies, c'est vraiment un élément qui devient un obstacle. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont mentionné la question des CPE, mais aussi dans d'autres recherches que je fais sur les régions, la migration interrégionale. Je fais par exemple une recherche sur les professeurs qui s'établissent de l'étranger dans des universités régionales, à l'UQAR, à l'UQAT et à l'UQAC. La question des CPE émerge vraiment comme un enjeu. Et il y a des choses qui sont faites par les MRC, par les ministères, par les sections régionales des ministères, mais bien que c'est quelque chose on dit souvent, et des fois les préfets, les politiciens, les décideurs politiques, ils sont un peu tannés d'entendre les chercheurs qui disent ça, mais il faut arrêter le travail en silo. Ça, je sais qu'ils essaient de l'arrêter, mais des fois, encore, si on voit la manière dont les politiques au niveau national, fédéral et provincial sont construites encore en silo. Après, on sait qu'au niveau des MRC, ils font un travail extraordinaire. Les MRC, par exemple, celle du Bas-Saint-Laurent, je suis de près le travail de M. Bertin, aussi de M. Paradis dans la Métis. Donc, on sait qu'ils font plusieurs efforts pour mettre sur la table des acteurs variés, des acteurs différents, avec aussi des pouvoirs différents. Ils donnent un rôle aussi aux citoyens. Mais on dit ça parce qu'il faut encourager à aller dans cette direction. Évidemment, il faut appuyer les élus locaux. Et ils ne peuvent pas tout faire. Et ça, c'est vraiment une responsabilité des ministères. Parce qu'on a vu dans plusieurs recherches que la réforme de la gouvernance de 2014-2015 du gouvernement Couillard a quand même mis à mal un peu la capacité à donner, moi je parlais dans plusieurs articles de 2014-2015, de cadeaux empoisonnés aux MRC, parce que les MRC étaient un peu traditionnellement concentrés à construire des routes, à s'occuper de maintenir les infrastructures, et de plus en plus, on est en train de leur donner des pouvoirs aussi de politique sociale, un peu comme a lieu en Europe, en France, en Italie. Mais le niveau de connaissance, ce n'est pas toujours le même, et les structures qu'ils ont, ces municipalités-là, surtout dans des petits villages, ne sont pas tous des structures comme pourraient avoir les grandes villes. Donc, il faut quand même faire attention, et le national quand même doit donner toujours des ressources adéquates. Et on sait souvent que la culture par projet, ça devient aussi un problème, parce qu'il y a des enveloppes qui sont un peu distribuées quand il y a des sous, mais après la continuité. Donc la question de la fragmentation est aussi importante. Donc, pour conclure, des actions qui, oui, sont de marketing territorial, mais aussi des politiques sociales localisées et locales, en concertation avec tous les acteurs. C'est maintenant la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié le contenu qu'on vous a présenté. Si vous avez des questions, des commentaires ou même des suggestions de sujets, je vous invite à nous joindre via tcbh.tv.
à vous abonner à notre page Facebook ainsi qu'à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Sur ce, bonne semaine, on se revoit la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Max? Jen. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Tous ensemble, collectivement, on peut se transmettre des émotions. Alors, la contagion émotionnelle, c'est quand une émotion passe d'une personne à une autre personne. Alors, soyons des agents et des agentes de contagion émotionnelle positive. Alors, pour faire ça, on peut prendre le temps justement de souligner les bons coups, féliciter aussi nos réussites, qu'est-ce qu'on fait de bon, qu'est-ce qu'on a fait de beau, soulever les choses qui ont été positives. On a besoin de se faire contaminer par la joie, par l'espoir, par la création de liens aussi, parce qu'on le mérite dans le fond, on a travaillé fort durant cette année-là, puis c'est important de prendre ce moment-là pour soi. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Qu'est-ce que ça vous dit quand je vous dis les mots « santé mentale ». Des fois, on a le réflexe d'entendre santé mentale puis de penser tout de suite à problème ou à maladie. Parce que c'est vrai, dans les médias traditionnels, c'est ce qu'on entend le plus souvent. On parle de santé mentale par rapport aux problèmes, par rapport à ce qui va pas bien, justement. Mais on parle pas assez de la bonne santé mentale. La bonne santé mentale, ça passe par notre réseau social, d'avoir des bonnes personnes qui nous entourent autour de nous. Ça passe par notre capacité d'adaptation aussi aux nouvelles situations qu'on rencontre, notre gestion du stress, notre gestion émotionnelle aussi. Donc, en bref, c'est de trouver un équilibre entre les divers aspects de notre vie. On peut se demander qu'est-ce qui va bien chez les humains? C'est quoi les belles choses qui ont ressorti de cette année-là qu'on a vécue ensemble? C'est quoi qui vous fait du bien quand vous avez un moment où est-ce que votre santé mentale est fragilisée? Votre code QR, c'est votre passeport vaccinal. Si vous avez 13 ans et plus, rendez-vous au québec.ca/passeport vaccinal pour télécharger votre passeport. Vous pouvez l'imprimer, le prendre en photo avec votre appareil mobile ou l'importer dans l'application VaxiCode. Pour accéder aux lieux publics et aux activités où l'on exige le passeport vaccinal, vous devrez aussi présenter une pièce d'identité. Obtenez votre passeport vaccinal au québec.ca/passeport vaccinal ou téléchargez l'application VaxiCode. Le thème sur lequel on met de l'emphase depuis 2 ans maintenant avec le Mouvement Santé Mentale Québec, c'est le thème « Ressentir ». Parce que c'est tellement important justement d'écouter notre monde émotionnel, puis aussi de comprendre les messages que nous envoient nos émotions. Parce que si on ne les écoute pas, nos émotions, le message qu'ils veulent nous transmettre, les émotions vont essayer de faire passer leur message autrement, donc par notre corps. Et là, c'est là que vous pouvez vous demander, voyons, comment ça que je suis fatiguée comme ça? Comment ça j'ai des maux de tête ces temps-ci, des maux de ventre, que j'ai des tensions musculaires aussi? Des fois, c'est parce que c'est des situations qui ont été très lourdes émotionnellement qu'on n'a pas pris le temps de régler et d'aller décortiquer. Et il ne faut pas oublier que les émotions, c'est jamais un signe de faiblesse. Il faut vraiment se rappeler ça. En fait, le fait de comprendre, de vivre nos émotions, c'est là où est-ce qu'elle est toute notre force. Parce que c'est dans le processus de ressentir qu'on va pouvoir, après ça, comprendre c'est quoi les besoins, c'est quoi mes désirs aussi qui sont très importants, c'est quoi mes valeurs aussi qui résonnent en moi.
pour après ça pouvoir aller passer à l'action pour que l'émotion crie un peu moins dans notre corps. Ça prend une bonne dose d'amour pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience. Une bonne dose de courage et de détermination. Une bonne dose de persévérance. Ça prend une bonne dose d'endurance. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Chez Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent, on a différents services. On a un volet promotion-prévention où est-ce qu'on va donner des conférences, des ateliers, des formations sur les thèmes de la santé mentale. On a aussi 2 intervenantes qui s'occupent d'un milieu de vie, donc où est-ce que les gens peuvent venir échanger entre eux. Ces 2 mêmes personnes-là aussi s'occupent du volet croissance et entraide où est-ce qu'on a des groupes de soutien sur différents thèmes comme l'anxiété, la bipolarité par exemple, les personnes qui entendent des voix aussi. Et on a un volet de réinsertion à l'emploi, donc le volet vis-à-vis qui aide les personnes à reprendre le marché de l'emploi avec un cadre qui est sécuritaire et qui permet de développer des habiletés sociales au travail. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la 2e dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La 2e dose du vaccin est essentielle.